De la vitesse d'oscillation à chaque augmentation des niveaux de difficulté quand les yeux sont fermés. L'étude du pas, pour tous les patients, au moins un paramètre était altéré dans l'étude du pas, touchant soit la largeur, la longueur, la vitesse ou la symétrie du pas. Pour le transfert assis debout, également au moins un paramètre est altéré dans 6 cas. Il était bon dans un cas et non testé dans 5 cas. Aucun sujet n'appuierait sur le test des limites de stabilité avec échec de maintenir le centre de gravité dans la cible désignée sur l'écran. Donc cette étude elle montre une altération des paramètres de l'équilibre et de la marche chez les patients qui présentent des séquelles d'accident vasculaire cérébral. L'avantage de cette étude, c'est qu'elle permet d'étudier l'équilibre postural statique et de reproduire les situations quotidiennes de la vie courante. Par exemple, pour la patiente qu'on a vue tout à l'heure, la difficulté de passer de la position assise à la position debout était corrélée à un indice de levée altéré, une altération de la vitesse de transfert et des paramètres de stabilité sur plan ferme. L'étude de l'équilibre à la station debout est la mieux rapportée dans la littérature. Et on rapporte également une visiodépendance chez le sujet hémiplégique qui permet son équilibration en position debout. Donc, dans notre étude, nous avons trouvé cette notion puisque la vitesse d'oscillation du centre de gravité pour les patients était plus altérée pour les tests réalisés dans la condition yeux fermés. Si vous pouvez conclure. Oui. Voilà donc une amélioration de ces paramètres est rapportée lors de la rééducation par biofeedback visuel, puisque le patient doit apprendre à stabiliser la position de son centre de pression. Pour l'étude des limites de stabilité, ça permet donc l'évaluation, mais également il est intéressant au cours de la rééducation, puisqu'il permet au sujet de mieux contrôler son centre de gravité. Donc juste un exemple pour cette patiente qui est en train de réaliser sa rééducation. À chaque fois, il y a un carreau lumineux qui s'affiche et elle essaie de déplacer la cible dans le carré lumineux. Pour l'étude de la marche, nous avons comparé nos résultats à une population de sujets sains qui a été évaluée en 2006 dans notre service et nous avons remarqué pour notre groupe hémiplégique qu'il y a une diminution de la longueur du pas et de la vitesse. Donc les limites de notre étude, c'est qu'il y avait un nombre limite de patients, il n'y avait pas de population de sujets contrôle faite en même temps. Les perspectives, donc on espère la mise en place de programmes de rééducation par biofeedback pour tous ces patients et ensuite donc la rééducation virtuelle qui est utilisée par certaines équipes. Donc en conclusion, cette évaluation présente des avantages par rapport à l'évaluation clinique puisqu'elle permet d'avoir des données qui sont objectives et reproductibles et qu'elle permet également la rééducation et bien sûr en association aux autres moyens de prise en charge. Je vous remercie. Juste une question, c'est une félicitation. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir testé le fait que voir comment le patient se relève. Parce que beaucoup des études sont comment il tient debout, comment il marche. Alors généralement pour marcher, c'est plus pratique de s'être relevé à un moment. Et donc je trouve que cette étude systématique de la façon dont les gens se relèvent est très pertinente au plan fonctionnel. Et d'ailleurs vous avez montré qu'à fond des patients, même si les gens en marche, ils ne peuvent pas se relever seuls de la chaise. Oui, d'ailleurs pour chaque test, il y a donc la possibilité d'entrer le commentaire. Donc pour chaque, par exemple pour la patiente qui a nécessité l'appui pour se mettre debout, on mentionne le commentaire. Et après pour faire la rééducation, on a toujours cette mention donc, pour voir quels sont les niveaux de difficulté pour chaque patient. On va donner la parole à professeur Mohamed Hamid El-Ache pour nous présenter la prise en charge du membre supérieur spastique en milieu de rééducation. Bien vous me donnez du temps, comme ça je sais comment. 10 minutes. Je vais essayer de ne pas dépasser le temps imparti. En fait, je vais compléter le travail qu'a fait ma collègue et ma collaboratrice, le professeur agrégé Samah Groubi, en vous montrant notre expérience dans la prise en charge
de la main spastique, l'orthopédiste, le neurologue et bien sûr coordonné par la médecine physique. C'est une étude ouverte depuis 2004 jusqu'à 2012. On a inclus dans ce travail tous les membres supérieurs spastiques et on a fait une évaluation analytique de la spasticité, de la force musculaire, de l'amplitude articulaire, de la douleur et une étude fonctionnelle. On a utilisé la classification d'Engelbert et un enregistrement vidéographique que vous avez vu tout à l'heure, quelques vidéos de ces malades. L'évaluation était initiale, après le bloc et après toxine 1 mois, 3 mois et au recul. La prise en charge, je l'ai dit, c'est surtout chirurgie, toxine, rééducation et appareillage, et les blocs d'anesthésie viennent pour nous aider à étayer nos indications. Les blocs, on a réalisé bloc des médians, bloc cubital, mais aussi bloc musculo-cutané, avec un anesthésique et sous électrostimulation. Et ceci a précédé l'injection de toxines. On a utilisé aussi l'appareillage de repos et l'appareillage de fonction. La chirurgie tendineuse avec les amants et les transferts tendineux et la neurotomie sélective. Les résultats, c'était surtout, ces masses spastiques ont été traitées surtout sur des hémiplégiques, mais aussi des enfants avec une paralysie cérébrale et quelques cas de traumatisme crânien. Les blocs réalisés, c'était 13 fois le bloc médian, 2 fois linéaire et 2 fois le musculo-cutané, et un seul bloc qui accomplit à une rétraction, donc articulaire. Voici les résultats du bloc. Aucune complication, très peu d'effets indésirables, et il nous permet d'orientation diagnostique. Bien sûr, la toxine ou la neurotomie, ou toxine puis neurotomie, s'il y a une spasticité et s'il y a une rétraction, c'est l'intervention orthopédique d'emblée. Le résultat donc, de toxine, on a injecté 13 IMC et 25 patients présentant une hémiplégie adulte. L'objectif d'injection était la fonction le plus souvent chez les MC et l'hygiène et l'esthétique chez les hémiplégiques adultes. On a injecté pour la paralysie cérébrale surtout les fléchisseurs du poignet et l'adducteur du pouce, et pour les hémiplégiques adultes, c'est surtout les fléchisseurs des doigts superficiels et profonds et les fléchisseurs du poignet. Et on a aussi injecté au niveau du coude, surtout le biceps dans les deux groupes. La fonction, vous voyez que l'indice d'Engelbert était amélioré plutôt chez l'enfant, donc l'objectif a été atteint surtout chez l'enfant, beaucoup moins chez l'adulte, et on a pratiqué souvent un appareillage. Voici quelques cas, le résultat de toxine, les soins de nursing et d'hygiène, une main fermée pousse dans la paume, macération, odeur nauséabonde, avant toxine, après toxine, c'est l'ouverture de la main. Les soins de nursing, parfois l'injection des muscles extrinsèques n'ouvre pas tout à fait la main. Ici, c'est une main intrinsèque plus. Elle a fait son bloc. Le bloc ulnaire a montré que c'est une rétraction et elle est programmée pour une chirurgie orthopédique. La fonction avant toxine, après toxine, 5 ans après toxine pour une seule injection. Avant chirurgie et après chirurgie tendineuse et neurotomie. Et résultat aussi de chirurgie, c'est une main où il y a une flexion du poignet et des doigts. Un transfert tendineux nous a permis d'avoir une main tout à fait fonctionnelle. C'est un cas que j'ai voulu mettre puisqu'il permet pratiquement de
de résumer la conduite à tenir devant un membre supérieur spastique. Inflexion du coude, inflexion du poignet et une main intrinsèque moins. L'injection de toxines au niveau du biceps, elle améliore la flexion. L'injection de toxines au niveau des fléchisseurs du poignet et des doigts, elle améliore le poignet et un peu les doigts. Donc, elle est programmée pour une neurotomie du musculo-cutané, une neurotomie sélective des branches du médian et donc qui va être faite dans les prochaines semaines. Donc, avant chirurgie, une main tout à fait fermée avec allongement tendineuse et neurotomie motrice permet d'avoir l'ouverture et parfois la fonction au niveau de la main. Les différents tableaux cliniques, c'est surtout les accidents vasculaires cérébraux et les infirmités ou les paralysies cérébrales qui sont les plus traitées dans notre série et dans la littérature. Et un élément important que dans les objectifs, c'est surtout le fonctionnel, l'hygiénique et l'esthétique, et ceci grâce à un examen clinique et minutieux qui nous permet de savoir si le membre est potentiellement fonctionnel, et donc l'objectif est fonctionnel, si le membre n'est pas potentiellement fonctionnel, donc on cherche l'esthétique et l'hygiénique, et parfois on arrive même à un degré de fonctionnalité. Donc nos objectifs étaient plutôt fonctionnels chez l'enfant et plutôt esthétiques et hygiéniques chez l'hémiplégique. Et bien sûr un contrat thérapeutique avec le patient et avec un consentement éclairé au préalable est très important. Et pour la démarche thérapeutique, il faut répondre à deux questions. La première question, s'agit-il d'une spasticité ou d'une rétraction? Les blocs d'anesthésie viennent pour répondre à cette question. La deuxième, quelle est la commande sur les agonistes et les antagonistes? Et si on a une spasticité sur les extrinsèques, on va chercher si les agonistes ou les antagonistes sont négatifs. À ce moment-là, l'objectif est plutôt esthétique ou hygiénique. Si les agonistes ou les antagonistes sont positifs, l'objectif est plutôt fonctionnel, et à ce moment-là, on commence par une toxine pour aller à la neurotomie. Dans le cas intermédiaire où les agonistes sont positifs et les antagonistes sont négatifs, à ce moment-là, bien sûr qu'au niveau de la main, l'hygiénique et le fonctionnel peuvent être tout à fait atteints, l'hygiénique et l'esthétique peuvent tout à fait atteints, mais le fonctionnel est controversé. Tout ça a été détaillé tout à l'heure dans la conférence de Dr. Roubi. Les limites de la toxine, c'est la spasticité diffuse, c'est que c'est un effet limité dans le temps et que le coût de ce traitement est de prise en charge, vu qu'il n'y a là même que pour le membre supérieur chez l'hémiplégique adulte et le pied de l'enfant. Si on a des muscles rétractés, si on trouve des extrinsèques rétractés, on analyse toujours les agonistes et les antagonistes. Mais de toute manière, c'est à peu près la même chose que si on a une spasticité, et dans ces cas, la chirurgie n'est pas une neurochirurgie, n'est pas une neurotomie, mais plutôt une chirurgie tendineuse et musculaire. Peut-on appareiller les spastiques? Tout à fait d'accord si on injecte la toxine. Je ne suis pas d'accord si on n'injecte pas la toxine. La rééducation, on a parlé toute la matinée, c'est quelque chose d'indispensable dans cette prise en charge qui comprend donc la toxine, l'appareillage, la rééducation et parfois la chirurgie. L'hémiplégique adulte, notre objectif, c'est plutôt esthétique et hygiénique pour avoir parfois aussi un main d'appoint, mais parfois on peut avoir un résultat fonctionnel.
pour l'enfant, malgré qu'on n'a pas l'AMM, l'efficacité fonctionnelle est importante. En conclusion, les indications thérapeutiques des masses spastiques se discutent en tenant compte du type de la gravité des lésions et de la demande des patients. Une bonne indication sont celles qui font suite à une bonne évaluation analytique fonctionnelle des malades lors des consultations multidisciplinaires, où le médecin de rééducation est le maître de la situation. Il faut différencier, et je dis bien pas le neurologue, et pas l'orthopédiste, le médecin physique est le maître de la situation, puisque il est l'intermédiaire, disons, ou le coordinateur avant d'indiquer toute chirurgie. Il faut différencier dans le cadre de cette consultation les mains fonctionnelles et les mains non fonctionnelles. Pour les premiers, on cherche une fonction. Pour les deuxièmes, on cherche l'hygiène, l'esthétique et la diminution de la douleur. Je vous remercie. Oui, c'était trop clair. Merci beaucoup. Donc j'invite le prochain orateur, Dr Jbil Mounir, pour nous présenter, Mohamed, pardon, je m'excuse, pour nous présenter l'apport de la méthode de contrainte induite dans la rééducation du membre supérieur de l'hémiplégique. Vous avez 7 minutes de parole, s'il vous plaît. Je vais vous présenter l'expérience du service de rééducation fonctionnelle dans la méthode de contrainte induite pour la rééducation du membre supérieur de l'hémiplégique. Au niveau de la rééducation du membre supérieur, le pronostic est souvent moins bon que pour la marche, mais actuellement, de nombreuses techniques ont été développées. Et il y a la technique d'imagerie mentale, il y a la technique de Perfetti, il y a la technique du miroir, maintenant il y a les techniques de robotique. L'utilisation du membre supérieur sain et un travail intensif des capacités motrices du membre atteint. Pourquoi? On a choisi cette méthode puisque nous n'avons pas de moyens matériels importants développés et on a du personnel et la possibilité d'avoir le malade sous notre main puisqu'il est hospitalisé pendant une durée assez prolongée. Donc les bases de cette méthode c'est le bon sens, puisque un membre qui est défaillant, il va être inhibé automatiquement, et c'est l'autre membre qui va être développé, et c'est l'étude de Top qui a permis de développer cette méthode. En plus, les nouvelles techniques d'IRM fonctionnelles ont montré que la stimulation du membre de façon intensive va plutôt étendre la répartition motrice au niveau du cerveau. Donc il y a une réorganisation du cortex adjacent, c'est ce qu'on appelle la plasticité. Et donc nous avons fait une étude prospective. Cette étude a duré plus de 2 ans, mais en fait, nous avons pris des critères qui relèvent de la méthode de Top pour la sélection. Donc, c'est des accidents vasculaires cérébraux plutôt qui ont été développés depuis plus d'une année. Ces patients n'utilisaient pas leur membre supérieur, le déficit était stabilisé et il y avait beaucoup d'autres critères de sélection. Donc le patient devait avoir une extension du poignet active du poignet de 10 degrés et au moins de 2 MCP, une spasticité modérée, des troubles de la sensibilité modérés, une absence des troubles de l'équilibre, absence de troubles cognitifs ou psychologiques. On devait également exclure tous les patients qui avaient des douleurs excessives, une fatigabilité excessive et une utilisation trop importante du membre supérieur initialement. Et donc nous avons pu regrouper 27 patients qui répondaient à ces critères
durant une période de 2 ans. Il s'agissait de 12 femmes, 15 hommes, avec une moyenne d'âge de 63 ans. Donc 2 groupes ont été définis. Le premier groupe de 11 patients, il a eu une rééducation avec une immobilisation du membre supérieur sain dans une écharpe. Et le deuxième groupe, la même rééducation, mais sans le port de la contrainte. En fait, la méthode de référence, c'est le protocole de TOP, qui demande une immobilisation de 80% du temps d'éveil, environ 13 heures, qui demande 6 heures de rééducation intensive, et cette rééducation devait durer 5 jours par semaine, sur une période de 2 semaines. Mais en fait, dans toutes les études qui ont été faites après, peu d'équipes ont pu répondre à tous ces critères-là. Et donc, chacun avait modifié sa méthode. Dans notre méthode, en fait, il y a plusieurs méthodes pour contraindre le membre supérieur, soit l'écharpe classique, l'écharpe type maillot clinique, le gantelet. Et dans notre méthode, en fait, ça ne marche pas. Dans notre méthode, en fait, on va réaliser une rééducation intensive durant 1 heure, guidée par un rééducateur, et 5 heures de pratique supervisée par les infirmiers durant l'hospitalisation. Donc le patient était très encadré pendant les heures de non-rééducation par le kiné ou par l'ergothérapeute. Les tâches étaient variées, étaient adaptées au sujet. Elles étaient décomposées en des tâches basiques et il y avait un feedback constant avec des répétitions et une progression dans la difficulté. Le reste du temps, il était encouragé, supervisé par le reste de l'équipe dans des activités de toilette, repas, des transferts, des déplacements. Il y avait aussi des techniques comportementales avec un contrat, avec des résolutions de problèmes, des discussions avec le malade. La prise en charge a duré en moyenne 2 mois et demi, et avec un minimum de 1 mois et demi. Ça, c'est le minimum. Ces patients ont été évalués par l'échelle motrice de Held, l'échelle d'Ashworth, la Frenchay et la MAL ou Motor Activité LOC. Au début et à la fin de la prise en charge. On n'a pas fait de suivi. Donc le Motor Activity Log, c'est un questionnaire sous forme qui évalue 30 activités. Donc au niveau des résultats, nous avons constaté une amélioration au niveau plus importante au niveau de la commande motrice. Une amélioration également plus importante au niveau de la spasticité chez les patients qui ont une contrainte induite, une amélioration au niveau de la Frenchay et une amélioration aussi bien au niveau de la quantité que de la qualité au niveau de la Motor Activity Lock. Lorsque nous avons revu la littérature, on a constaté que pratiquement la totalité des études qui sont de bonne qualité avaient obtenu un bon résultat au niveau de cette méthode. D'ailleurs, les malades qui ont été prises soit en ambulatoire, soit avec hospitalisation, et certains malades ont été pris dès les 3 premiers mois, alors que nous on les prenait après 1 année. Et cette méthode donc, a démontré son efficacité au niveau de toutes les habiletés motrices, au niveau de la préhension grossière, de la dextérité, des pinces, de la force du membre supérieur, de la coordination bimanuelle, au niveau de la vitesse, également chez les patients héminégligents. Cette méthode
C'est démontré efficace aussi bien sur les accidents vasculaires cérébraux chroniques que les AVC récents. Le résultat s'est maintenu dans la majorité des études. Dans notre étude, nous n'avons pas de suivi, mais dans les études, à 1 an et à 2 ans, les résultats se maintenaient. Cependant, cette méthode a beaucoup de limites. Donc, cette méthode entraîne un manque de motivation vu la durée du port de contention, le nombre d'heures en thérapie par jour, vu la frustration du malade avec une difficulté à exécuter les charges avec le membre atteint et la fatigue, l'engagement par rapport aux résultats, le risque de chute, les critères de sélection qui sont très restreints. Donc, en fait, on a eu pratiquement 7% de patients hémiplégiques qui répondaient à ces critères. Donc, en conclusion, la méthode de contrainte induite, elle est intéressante chez les patients en phase chronique qui d'habitude ne bénéficient plus de traitement, seulement un traitement d'entretien peu soutenu. Elle a montré qu'on pouvait obtenir un gain de fonction chez les personnes qui sont considérées comme stables et ne pouvant plus progresser. Elle améliore à la fois les performances motrices et fonctionnelles des patients avec sous-utilisation du membre supérieur après un accident vasculaire cérébral. L'effet est persistant après 2 ans. Cependant, le problème majeur, c'est sa faisabilité. Merci. Une question dans la salle. Pas de questions? C'était très clair. Donc, j'appelle Dr Sri pour nous parler du coût de la prise en charge des hémiplégiques vasculaires en milieu de rééducation fonctionnelle. Maître cher confrère, permettez-moi de vous présenter un travail intitulé « Coût de la prise en charge des hémiplégiques vasculaires en milieu de rééducation fonctionnelle ». Comme introduction, les accidents vasculaires cérébraux sont caractérisés par leur fréquence, par leur gravité et par l'handicap fonctionnel important à long terme qu'ils engendrent, d'où l'intérêt de la rééducation fonctionnelle pour la prise en charge des hémiplégiques vasculaires. Le coût de la rééducation est ainsi important à évaluer. La majorité des études faites se sont intéressées au coût au milieu hospitalier sur une période de 6 ans, portant sur les dossiers des patients porteurs d'une hémiplégie vasculaire ayant été pris en charge en MPR pendant une durée minimale de 1 an. Notre population comporte 47 hommes et 28 femmes. Le sexe ratio était de 1,7. L'âge moyen de nos patients était de 62 ans. Le type d'AVC était ischémique dans 72% des cas et hémorragique dans 28% des cas. Le délai moyen de la prise en charge rééducative était de 3 mois et demi. Le nombre moyen de séances de rééducation était de 58 par an. Elles ont été réalisées à l'hôpital dans 27 cas, à domicile dans 26 cas et en ville dans 16 cas. Le nombre moyen de consultations était de 4 par an et la durée moyenne de la prise en charge était de 1 an et demi. Le coût moyen par patient par an était de 871 dinars pour la rééducation, de 105 dinars pour le transport, de 41 dinars pour les médicaments, de 34 dinars pour les consultations et de 14 dinars pour l'appareillage, avec un coût direct total par patient par an de 1099 dinars. En ambulatoire. Oui. Le coût de la rééducation représentait 80% du coût direct, suivi par celui du transport à 9%. Pour le coût du médicament, la majeure partie du coût était occupée par le coût du Lioresal. Sur le plan professionnel, 84% de notre population était non active, avec 50,7% de retraités, 33,3% de femmes au foyer, et le reste, c'est-à-dire 16% de notre population était active, avec un nombre moyen de jours d'arrêt de travail de 150 jours, un coût indirect moyen par patient par an de 2600 dinars. Le coût global, qui était la somme de coût direct et du coût indirect, était de 3699 dinars. Et le coût global par an pour nos 75 patients était de 277 425 dinars.
Le type d'AVC, le sexe, les antécédents n'influençaient pas le coût direct. De même, le lieu de la rééducation et l'état fonctionnel n'avaient pas d'influence significative sur le coût. Les accidents vasculaires cérébraux, comme c'est connu, constituent la première cause d'handicap dans les pays développés, dans les pays en voie de développement. Et de nombreuses études menées dans le monde ont montré que les AVC représentent un lourd fardeau pour le système de santé et d'économie des pays. Les coûts rapportés dans la littérature sont difficiles à comparer et les différentes études ont inclus des proportions des populations différentes qui varient en gravité et en coût. Ces études ont également été menées dans de nombreux pays et sur des périodes différentes. Ce tableau résume le résultat de 71 études réalisées dans les pays développés et estimant le coût de l'AVC. Il montre que le coût allait de 468 $ à 146 149 $, qu'il y a 10 fois de différence entre le coût de l'AVC en Europe de l'Est et celui aux États-Unis et au Royaume-Uni. De même qu'il existe de grandes différences au sein du même pays. Prenons l'exemple des États-Unis, le coût, il y a une différence qui arrive jusqu'à 20 fois entre le plus bas coût estimé et le plus haut coût. Cette étude réalisée aux États-Unis, une étude prospective portant sur 191 patients hospitalisés dans un service de neurologie, montre que le coût de la rééducation représente 7% du coût. De même, cette étude a montré que le coût de la rééducation augmente avec la gravité de l'AVC. Une autre étude réalisée dans un pays sous-développé qui est le Sénégal, c'est une étude portant sur 383 patients hospitalisés dans un service de neurologie, a montré que la kinésithérapie représente 1% du coût, alors que dans notre étude, la kinésithérapie et le transport constituaient les deux facteurs d'augmentation du coût direct. Le type d'AVC, le sexe, les antécédents et l'état fonctionnel n'avaient pas d'influence sur le coût. Le lieu de la rééducation aussi n'avait pas d'influence sur le coût dans notre étude, alors que dans une étude réalisée en Australie, a montré que le coût moyen par patient était plus faible chez les patients bénéficiant d'une rééducation à domicile après une sortie précoce de l'hôpital, comparé à ceux qui ont reçu des soins classiques. Ces économies de coûts n'étaient pas statistiquement significatives. Mais la question qui se pose devant ces résultats, et face à la crise économique, l'État pourra-t-il continuer à subventionner les dépenses de santé et les assurer dans le futur? La réponse, il le faudrait, car la prise en charge des AVC est très lourde et ne peut être supportée par la population. Quelle est l'alternative? L'alternative pour un meilleur contrôle du coût direct est de prévenir les AVC et en agissant surtout sur les facteurs de risque, et ceci à travers un programme d'information et d'éducation, de prise annuelle de la tension artérielle, de dépistage des troubles métaboliques et de lutte contre l'obésité et la sédentarité. Ce programme visera à réduire au maximum l'incidence de cette infection dans la population. Donc, en conclusion, notre étude montre l'impact économique considérable de la prise en charge rééducative de l'hémiplégie vasculaire, et même si les comparaisons entre les études faites dans d'autres pays sont délicates en raison des différences institutionnelles, sociologiques et économiques, elles convergent toutes sur le fait que... Merci Dr Sri pour cette communication. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, pas de questions. Moi j'aurais deux petites remarques peut-être par rapport au coût. Donc j'ai vu que le coût des médicaments c'était surtout les antalgiques et puis le Lioresal. On a vu ce matin que M. Graciès n'utilisait plus le Lioresal depuis une quinzaine d'années. Et donc on pourrait peut-être essayer de diminuer, voire de s'en passer, peut-être faire des études pour voir s'il y a un impact sur la spasticité, notamment chez l'hémiplégie. Je sais que pour d'autres pathologies peut-être on ne peut pas s'en passer, mais pour l'hémiplégie on pourrait essayer de le faire. Et puis deuxièmement, peut-être adopter les méthodes d'apprentissage, d'auto-rééducation à domicile et diminuer ainsi la fréquence des séances de rééducation. Donc ça pourrait être une piste pour notre pays. Voilà. Merci. Donc la séance est terminée, s'il n'y a pas d'autres questions. Et j'invite les membres de la SOTUMER à rester dans la salle.
ceux qui sont dehors à retourner dans la salle parce qu'il y a l'Assemblée générale tout de suite. Concernant les modalités de prise en charge rééducative dans l'hémiplégie vasculaire, parce qu'il est vrai que dans notre pratique, il y a encore beaucoup de problèmes qui se posent au quotidien et que le but de cette table ronde serait en fait d'essayer d'analyser certains aspects de cette prise en charge et d'essayer d'aboutir à des recommandations de bonnes pratiques tunisifiées, entre guillemets, pour quand même assurer la meilleure prise en charge possible de nos patients donc hémiplégiques vasculaires. Nous sommes donc réunis et on espère que cela débouchera sur des recommandations qui seront applicables dans la plupart donc, des situations, qu'on soit en milieu libéral, en milieu public et surtout sur les différentes localisations de la Tunisie. Et nous allons donc commencer par le premier exposé concernant la prise en charge rééducative selon donc la Caisse nationale d'assurance maladie. Et on va donc passer la parole au docteur Essia Ben Saad tout d'abord. Merci à vous tous. Je tiens à vous remercier pour m'avoir donné cette opportunité pour parler à propos de la CNAM, qui est un maillon de la chaîne de prise en charge de toutes les pathologies et tous les soins dans le domaine de la santé. Donc, hémiplégie vasculaire, prise en charge éducative, point de vue de la CNAM. Comme petite introduction, les hémiplégies vasculaires sont prises en charge par la CNAM, par la prise en charge des affections en rapport direct avec la survenue de ces AVC, à savoir les APCI, les affections donc prise en charge intégrale, prise en charge des explorations radiologiques, des appareillages, orthophonie, prise en charge des médicaments aussi, prise en charge des indemnités maladies, donc les jours d'arrêt du travail, et prise en charge des séances de l'éducation fonctionnelle. La prise en charge des actes de rééducation fonctionnelle est régie par un manuel de procédure. Ce diapo est très important pour nous, la CNAM. Donc, il est régi par un manuel de procédure établi par la Société tunisienne de médecine physique, rééducation et réadaptation fonctionnelle, donc dite SOTUMER, et validé par la CNAM. Ici, nous avons l'introduction d'une nouvelle notion, c'est la notion de cure d'entretien. Ici, un scanner de page concernant la prise en charge de l'éducation fonctionnelle dans le cadre des accidents vasculaires cérébraux, donc durant la phase aiguë, durant la phase d'entretien, le nombre de séances et le suivi et surveillance. Donc la CNAM, elle est strictement limitée à ces recommandations qui sont établies par la SOTUMER. Pour le centre régional de Sousse, on a pris l'habitude de prendre en charge des séances de l'éducation fonctionnelle ou de kinésithérapie durant un an en continu et après un an, on donne des missions de cure, donc 12 séances, 2 à 3 fois par an uniquement. La prise en charge de l'éducation fonctionnelle par la CNAM concerne beaucoup de pathologies, mais en premier lieu les lésions traumatiques, deuxième lieu les lésions dégénératives, ensuite on a les accidents vasculaires cérébrales, puis les autres pathologies telles que pour le problème d'orthophonie, l'incontinence urinaire, malformation congénitale, etc. La qualification d'une séance de rééducation fonctionnelle, elle est égale à 15 dinars. Je précise bien tout axe compris. Parce qu'on a entendu parler de quelques centres de rééducation fonctionnelle qui demandent de la TVA auprès des assurés, ce qui est contre la convention établie entre les centres de rééducation fonctionnelle et la CNAM, et la CNSS et la CNPS. Cette convention, elle date avant le début de la CNAM. La kinésithérapie, la séance de kinésithérapie, elle est égale à 11 dinars 500. Cette convention, elle n'a pas précisé tout axe compris ou non. Donc les accidents vasculaires cérébraux, c'est un lourd fardeau pour la communauté, à savoir on prend en charge le coût des séances de l'éducation fonctionnelle et de kinésithérapie, on prend en charge le coût des autres prestations en rapport avec les séquelles d'AVC, telles que les explorations radiologiques, appareillage, indemnité journalière, orthophonie, etc., sans oublier le coût de la pathologie sous-jacente. Coût de la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux par la sécurité sociale. Toujours on précise, avant 2007, c'est-à-dire avant la survenue de la CNAM et après 2007. Avant la survenue de la CNAM, nous avons deux caisses qui s'occupent de la prise en charge des malades. La caisse CNRPS, elle concerne le secteur public. La prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, elle est intégrale, admission en longue maladie, prise en charge des médicaments et des hospitalisations, prise en charge des séances de l'éducation fonctionnelle, je précise bien, pas de kiné.
Avant 2007, il n'y a pas de prise en charge pour les kinésithérapeutes. La deuxième caisse, c'est la CNSS. Elle concerne les assurés sociaux du secteur privé, prise en charge des soins uniquement dans le secteur public, prise en charge des soins de l'éducation fonctionnelle, acte radiologique, appareillage, la même chose que les assurés de la CNRPS. En plus, on a la prise en charge des indemnités d'arrêt du travail ou de pension d'invalidité. Et je précise autre chose, c'est la prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles. Après 2007, c'est l'avenant de la CNAM, donc création de la CNAM, régime unique pour les deux systèmes, prise en charge des affections, prise en charge intégrale des APCI, donc la prise en charge des principales affections en rapport direct avec la survenue des accidents vasculaires cérébraux, prise en charge intégrale, non plafonnée de tous les soins ambulatoires. J'ai mis le soin ambulatoire en caractère gras, donc l'hospitalisation, elle n'est pas encore prise en charge. Donc uniquement les soins ambulatoires. Prise en charge des arrêts du travail, valable uniquement pour les assurés de la CNSS, coût dit indirect à titre d'indemnité journalière ou de pension d'invalidité. Ici, après 2007, un événement important pour nos confrères les kinésithérapeutes, c'est l'établissement de conventions avec les kinésithérapeutes de libre pratique. Donc avant 2007, il n'y avait pas cette convention. Données statistiques. Notre étude, elle est rétrospective de 257 dossiers de demande de prise en charge de l'éducation fonctionnelle kinésithérapie, prestation dite de numéro 75. C'est purement technique dans notre travail quotidien. Pour parler un petit peu sur la prestation numéro 74, c'est la prise en charge de soins dans le centre de Jbel Ouest. C'est une prise en charge qui peut être donnée par la CNAM pour les maladies gravataires, prise en charge de durée de 1 mois renouvelable, la prise en charge qui concerne l'hébergement, aussi bien l'hébergement que prise en charge de soins. Mais malheureusement, cette prestation, elle n'est pas demandée par les médecins rééducateurs ou par les autres spécialités. Pratiquement dans le centre régional de Sousse, c'est parmi les plus grands centres de la République, j'ai recueilli 4 à 5 demandes par an, uniquement. Donc, cette prestation, elle n'est pas demandée. Donc, on a fait notre étude uniquement pour la prestation numéro 75, donc rééducation fonctionnelle et kiné en ambulatoire. En rapport avec les accidents vasculaires cérébraux déposés au centre régional de la CNAM de Sousse sur une période de 10 mois allant du mois de mars 2011 au mois de décembre 2011, soit presque 5% du nombre total de demandes de prise en charge rééducation fonctionnelle et kinésithérapie déposées au centre régional de Sousse. Les résultats, ici la répartition des assurés bénéficiant des séances de rééducation fonctionnelle et kinésithérapie selon la caisse d'origine. Nous voyons ici 37,4% sont des assurés de la CNRPS, donc le secteur public, et 61,9% de la CNSS, donc secteur privé. Ce qui n'est pas normal du tout. Pourquoi? Parce que les assurés, le nombre total des assurés sociaux de la CNRPS, à peu près sont 10% uniquement du nombre total des assurés sociaux de la CNSS. Alors que la prise en charge des rééducations fonctionnelles de la kiné, on voit ici, c'est presque la moitié uniquement. Le deuxième diapo, donc la répartition selon la qualité du malade des 257 assurés demandant une prise en charge de l'éducation fonctionnelle